L'actualité au pays reste dominée par l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, intervenu cette semaine à l'Assemblée nationale. Quels sont les grands défis qui attendent ce nouveau gouvernement et comment le relever? C'est la grande question qui est sur toutes les lèvres. Ce soir, on en parle avec M. Roger Konkwende, qui est analyste politique. M. Konkwende, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est très aimable. Alors, votre lecture par rapport à l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, de la manière dont ça s'est déroulé? La première chose qu'on doit dire, à mon sens, c'est bonne chance. Bonne chance au Premier ministre Lukonde Sama, parce que sa réussite sera la réussite du Congo, et la réussite du Congo, c'est notre réussite à nous tous. De prime abord, c'est les sentiments qui m'animent, et c'est la première chose que je dois dire. Mais ceci dit, est-ce que le débat aurait changé quelque chose? Je ne pense pas. Nous, Congolais, avons souvent l'habitude de croire que les choses se passeraient différemment s'il y avait débat. Non, la vérité c'est que Lukonde Sama a été nommé, et le fait qu'il soit nommé ne change pas sa nature. Ça reste un être humain comme vous et moi, en face des défis énormes, avec un gouvernement composé d'êtres humains qui feront de leur mieux. Et à toute cette équipe-là, nous souhaitons bonne chance. Mais il y a quand même des questions qui ont été soulevées par les députés nationaux qui méritaient quand même d'être répondues. Par exemple? Ça sentait quand même de la précipitation, tout ça. Comment est-ce qu'on peut parler de précipitation quand notre pays est à l'arrêt depuis tellement longtemps? Certes, entre le président de la République, le discours du président de la République et aujourd'hui, il s'est passé quelques mois. Mais en définitive, on doit même se poser la question de savoir, est-ce que depuis l'investiture du Premier ministre Ilunga Kamba, est-ce que dans ce pays, on a travaillé? Arrive un certain moment, on doit quand même se poser des vraies questions. L'important, ce n'est pas gouvernement Ilunga Kamba ou gouvernement Lukonde Sama. L'important, c'est le travail. Est-ce que dans ce pays, nous avons travaillé depuis l'investiture du Premier ministre Ilunga Kamba? Moi, je vous répondrai non. On a passé 2 ans à s'entre-déchirer. Le président a pris une décision que nous tous avons estimée bonne, même si la suite ne l'est pas. On arrive à un certain moment, on devait se mettre au travail. Moi, je crois que l'investiture, tout de suite, était une bonne chose. Cela ne veut pas dire qu'on a réglé tous les problèmes. Moi, j'estime même que c'est le début de problème. Et que maintenant, le Premier ministre a un défi, c'est de relever le problème, les difficultés des Congolais, parce qu'en définitive, ce que le député allait dire ne servait à rien du tout. Parce que ce Parlement n'est pas représentatif des Congolais. Comment ça? Mais je pars du principe que le Premier ministre Lukonde Sama, aujourd'hui, est en présence des Congolais. Il faut qu'il trouve des solutions aux problèmes des Congolais. Parce que les députés n'ont pas de problème dans ce pays. Les députés appartiennent à une classe de privilégiés. On ne peut plus continuer dans ce pays à se voiler la face, à croire que nous avons des représentants au Parlement. Nous n'en avons pas. Nous avons des indépendants qui travaillent pour eux-mêmes et nous demandons maintenant au Premier ministre de changer la donne, qu'on change de paradigme, qu'on se dise, oui, les députés, semble-t-il, touchent quoi, 10 000 $ par mois. Oui, mais bon,
Si le moindre petit Congolais pouvait toucher aujourd'hui, ne fût-ce que le 10e de ce que touchent les députés, là on pourra dire qu'on avance. Mais il faut cesser de nous parler des députés parce qu'ils ne représentent pas le peuple de ce pays. Et d'ailleurs, cette investiture, il serait fallu de peu que le gouvernement ne soit pas investi parce que les députés frondeurs étaient déjà en train de menacer, de boycotter. Oui, vous savez... Il a fallu l'intervention du président de la République. Oui, mais il y a une expression qui dit que quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui est en dessous qui souffre. Ça ne nous concerne pas, ces histoires-là. Ce qui se passe entre, d'un côté, le Parlement et de l'autre, les ambitions des frondeurs, ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne pas les Congolais. Qu'on mette les enfants de ce pays au travail et que de leur travail, on crée de la richesse et que de cette richesse-là, qu'on puisse faire une meilleure redistribution. Voilà. Voilà, on souligne quand même que c'est une première qu'un Premier ministre présente son gouvernement, son programme du gouvernement le même jour et soit investi le même jour. Peut-être que les gens sont pressés maintenant qu'on puisse avoir très vite des résultats. Si ce gouvernement peut apporter des solutions aux problèmes des Congolais avec la même célérité, ça sera très bien. Voilà, en parlant justement des problèmes des Congolais, mais on va quand même y arriver. Mais quelle chance vous accordez à ce gouvernement? Des chances de réussite? Écoutez, ne soyons pas hypocrites. Ce n'est pas parce qu'on a nommé le Premier ministre Lukonde Sama que du jour au lendemain, on doit le considérer comme un magicien ou un serpent cracheur de billets. Il ne pourra avoir un bilan que sur la base du travail que les Congolais vont produire. Donc, s'il veut réussir, il faut qu'il mette les Congolais au travail, il faut qu'il arrête les voleurs, il faut qu'on se le dise, et que le maximum d'argent puisse aller dans les caisses de l'État, et que sur la base de cette recette-là, on puisse à la fois faire des investissements qui rapportent de l'argent et qu'on puisse en redistribuer un maximum. Il n'y a pas de miracle. Moi, je crois qu'on a tort de croire que dans un pays qui produit 4 milliards, on peut créer beaucoup de richesses. Il n'y a que le travail. Si nous décidons aujourd'hui de bien investir de l'argent dans l'agriculture, les Congolais auront à manger. Commençons par les choses simples. Les Congolais, ils ne mangent pas des hamburgers. Les Congolais mangent des matembele, mais produisant un maximum de matembele. Pour que les Congolais n'aient plus envie de manger des matembele, pour qu'ils cherchent à manger de la viande. Aujourd'hui, les Congolais ont du mal à manger les matembele. Alors que c'est une culture simple, facile à faire. On n'a pas besoin de Bukango, des trucs comme des Bukangalonzo qui étaient des fautes stratégiques. Il faut aider des petits paysans. Mais aider les petits paysans ne veut pas dire importer des tracteurs et les mettre à la disposition des députés, par exemple. Il faut aider les petits paysans pour que eux qui connaissent ce travail-là puissent produire en faveur de Congolais, de leurs semblables. Mais le travail, moi je répète, il y a quelque chose que je dois répéter 15 000 fois, que mettez les Congolais au travail. Il faut arrêter de les distraire avec des combats entre d'un côté les privilégiés qui sont au Parlement, hein, et de l'autre les frondeurs, les partis politiques. Non, ils n'apportent rien à ce pays, ils ne travaillent pas. Le travail, c'est utiliser une houe pour produire. Le travail, c'est aller donner de l'argent à la SNEL, par exemple. Parce que vous savez, si vous donnez de l'argent à la SNEL et que la SNEL produit de l'électricité en permanence, mais vous donnez la possibilité aux Congolais qui sont petits entrepreneurs hein, de pouvoir développer une activité dans une boulangerie,
de développer une activité dans ces moulins. On empêche même les Congolais qui ont de l'envie de travailler parce que vous leur apportez ni eau, ni électricité, même pas de route. Mais comment voulez-vous développer si vous ne mettez pas l'argent où vous devez exactement le mettre? Tout l'argent, vous le mettez au Parlement. Vous donnez de l'argent aux privilégiés de la République, qui sont les députés. Mais c'est comme quand vous avez apparemment un problème avec les députés nationaux. Non, 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 c'est les députés qui ont un problème avec les Congolais. Parce que si les députés congolais avaient conscience de leurs responsabilités, on n'en serait pas là. Pourquoi tout le monde veut être député dans ces pays? Parce que c'est le seul métier où on ne travaille pas, où on gagne beaucoup d'argent. Vous croyez que moi, en tant qu'ingénieur, mon ambition peut être député dans un pays normal? Si dans ce pays, les professeurs d'université veulent être députés, comme des gens qui n'ont même pas un diplôme de cycle primaire veulent être députés, parce que c'est le seul métier où on ne demande aucune spécialité et où les gens gagnent très bien leur vie. Et on doit changer tout ça. Ça ne peut pas continuer. D'une part, les Congolais doivent se dire maintenant, ils ne doivent plus donner le pouvoir à n'importe qui. Nous avons des vrais bandits au pouvoir. Vous trouvez normal que des députés congolais se battent au Parlement, se battent comme des koulounas dans la rue? Pourtant, on les appelle honorables. Non, vous savez, on peut être aussi honorable dans l'indignité, et c'est le cas. Vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure. Vous disiez qu'il faudrait que le gouvernement puisse arrêter ceux qui détournent. Mais l'exemple vient d'en haut, dit-on. Il n'y a qu'à voir les différentes cérémonies de passation de pouvoir dans les différents ministères, comment les sortants ont été traités par les agents. Certains ont les traités des voleurs et tout ça. Madame, nous sommes Congolais. Et nous savons tous le poids de la société sur les gens qui vont au pouvoir. Ce n'est pas parce que du jour au lendemain, quelqu'un passe de n'importe quelle fonction à ministre que la nature profonde de cette personne change. Chacun apporte à ces fonctions-là exactement ce qu'il est. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire vous et moi. Quand on arrive à des fonctions comme ça, si on ne se bat pas contre soi-même, on fait exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Vous arrivez, la première chose qu'on vous dit, ah, keba esikawana, ce qui vous avez ta confiance, quelle est votre première réaction? Il faut qu'il y ait un frère à côté de vous. Et le frère, vous ne prendrez pas celui qui est diplômé. Vous prendrez celui en qui vous avez le plus confiance. Et lui-même, pour être tranquille à cet endroit-là, va s'entourer aussi des gens en qui il a confiance. Donc, ce n'est pas une question de compétence. Donc, au final, on se retrouve dans un ministère avec les fonctionnaires de ce ministère, c'est-à-dire des techniciens de la maison, qui sont dirigés par un groupe de parvenus qui ne connaissent rien à la fonction, mais qui ont le pouvoir. Les fonctionnaires, ils touchent leur salaire. Mais les gens qui sont venus, le cabinet, se partagent les frais de fonctionnement, se partagent toutes les primes, se partagent tous les frais de mission, ils se partagent tous les privilèges. Au détriment des vrais fonctionnaires. Au détriment des gens qui doivent faire le travail. Et comment voulez-vous motiver les gens qui font le travail? C'est impossible. Même moi, vous me mettez dans les mêmes conditions, mon rendement sera dormir, dormir et dormir. Il faut que les gens qui travaillent
puissent sentir qu'on respecte leur travail, qu'ils sont importants. Donc, il faut mettre les gens au pouvoir en étant sûr qu'ils sont moralement sains. Or, la majorité de nos politiciens sont des bandits. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. C'est ce que nous sommes profondément. Nous sommes attirés par ce qui est inutile. On nomme quelqu'un ministre aujourd'hui, vous pouvez me faire confiance, dans le mois qui suit, il a changé 100% de sa garde-robe. D'ailleurs, le couturier vient le trouver dans son bureau. Hein? Tous ces Indiens-là, qui ne les connaît pas? Les Indiens qui passent dans les bureaux des ministres pour des costumes, pour des pantalons, pour des chemises, hein, où il y a leurs griffes d'ailleurs dessus. Qui ne sait pas que dans ces ministères, le ministre reçoit aussi des gens qu'il est censé recevoir, si pas chez lui à la maison, mais que dans sa garçonnière. Non. Nous transportons nos bêtises habituelles dans nos ministères. C'est pour ça qu'on n'a pas de résultats. C'est pour ça que les fonctionnaires ne sont pas motivés. Bien sûr, ils touchent leur salaire, oui, de misère, mais ils ne sont pas motivés. Pourquoi? Parce que méprisés. On doit moraliser la composition des cabinets. On ne peut plus continuer à se retrouver dans des cabinets de ministres avec des cousins. Quand il y a un deuil, par exemple, il n'y a personne au cabinet. Ils sont tous concernés. Ils sont tous concernés. C'est un deuil qui touche la famille. Oui, c'est un deuil, oui, mais parce que oui, le cabinet, c'est la famille. Ça doit changer. Alors, il y a aussi le Premier ministre qui estime qu'il devra mobiliser 36 millions de dollars américains pour bien mener son programme. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Alors, beaucoup estiment que c'est quand même irréaliste. 36 millions pour 3 ans. Bon, il n'y a pas eu débat. Peut-être que s'il y avait débat, il aurait eu l'occasion de nous dire comment il allait passer de 4 milliards à 12 milliards. On ne peut pas empêcher un Premier ministre d'avoir de l'ambition. La question est de savoir, est-ce que cette ambition peut rencontrer la réalité? C'est un peu difficile. Mais je crois que, moi j'ai écrit ça dans les réseaux sociaux, science-fiction. Le Premier ministre arrive à mobiliser 12 milliards. S'il arrive à le faire, 9 milliards, même 10 milliards, risquent d'aller tout de suite dans la poche des entreprises étrangères. Parce qu'on ne peut pas passer de 4 milliards de dépenses à 12 milliards sans transition. Il est essentiel de préparer les entreprises nationales à être capables d'absorber la masse budgétaire supplémentaire. Les gens qui suivent la politique se rappelleront qu'en France, en 1981, quand Mitterrand a été élu, il a fait du pouvoir d'achat sa première grande opération sociale. Mal lui a pris parce que la quasi-totalité des milliards qu'il a mis à la disposition des Français sont partis aux entreprises étrangères. Parce que les gens ont acheté ce qui leur manquait. Et à l'époque, en 81, tout le monde voulait avoir un téléviseur couleur, toutes ces choses-là. Si nous voulons aider l'économie nationale, nous devons préparer aussi la population à capter tout ce qu'on pourra amener de plus. Donc le but, c'est d'augmenter, de monter en puissance, mais monter en puissance en faveur de Congolais.
Parce que si, je dis bien par miracle, le Premier ministre arrive à mobiliser 12 milliards, ben c'est 9 milliards qu'il va donner aux entreprises étrangères. Ça ne va pas améliorer les conditions des Congolais. On sera un marché, tout simplement. Marché de consommation. Alors, il y a aussi le train de vie des institutions. Oui. Ça, c'est aussi un grand problème parce qu'aujourd'hui, il est clairement établi que 60% de notre budget est consommé par les institutions. Le train de vie est tellement... et il consomme beaucoup nos institutions. Alors, comment arriver à mobiliser plus dans ces conditions-là? Moi, je posais la question. Moi, j'aborderais ce sujet-là de manière totalement différente. Moi, je dirais plutôt pourquoi on continue dans ce pays à accepter que les institutions puissent absorber autant. Vous savez, c'est comme si vous êtes dans une famille. Hein? Vous avez papa, maman et les enfants. Et dans cette famille-là, vous vous rendez compte que papa et maman consomment 60% des revenus. Arrive un certain moment, on doit savoir, est-ce qu'il est juste en termes d'équité? Je dis tout simplement en termes d'équité, est-ce normal dans un pays de faire en sorte que les institutions puissent absorber un pourcentage aussi élevé? Surtout que quand vous payez 6 000 $, hein, on dit qu'ils touchent 6 000 $, les députés. Bon, disons, 6 000 $. Mais pourquoi ils doivent toucher 6 000 $? Qui a décidé qu'ils doivent toucher 12 000 $, 6 000 $? Mais ce sont les vraies questions qu'on doit se poser. Je vous ai dit au début ici qu'ils ne nous représentent pas. Parce que s'ils nous représentaient, ils ne pouvaient pas s'arroger le droit de s'offrir à eux-mêmes autant d'argent. C'est injuste. On est au niveau de l'injustice. Il est anormal qu'il y ait des gens, un groupe de gens qui se mettent ensemble et puis qui décident que nous devons prendre 60% ou 80% du budget national. Parce qu'ils vous représentent. Non, c'est du banditisme, madame. Je vous choque peut-être en disant, c'est du banditisme, ce n'est pas normal. Surtout qu'ils n'ont pas besoin de ça. Pour que quelqu'un puisse vivre normalement dans ce pays, en étant dans la classe plus ou moins supérieure, à 2 000 $, ils s'en sortiront. Pourquoi 6 000 $? Qui a fixé cette norme? La norme, elle est fixée par rapport au coût de la vie réelle de la société? Ou bien c'est une décision de bandits qui décident de se partager l'argent du peuple? Ce n'est pas leur argent, c'est notre argent. Ils n'ont pas reçu de nous l'autorisation d'utiliser autant d'argent. Oui, le drame, c'est que le problème, c'est que nous qui parlons, je vous parle du poids de la société. Nous qui parlons, le jour où nous sommes là-bas, nous nous battons pour que ça reste comme ça. C'est ça le drame du Congolais. Nous avons un discours quand on n'est pas au pouvoir et quand on est au pouvoir. Dans les pays où ça a changé, c'était par le sang. Et ça, il ne serait pas bien que ça soit comme ça chez nous. Parce qu'il n'y a que la révolution violente qui remet la tête des gens en place. Alors, le Premier ministre parle aussi de l'élargissement de l'assiette fiscale. Est-ce que ça ne sera pas trop asphyxier aussi le Congolais, qui déjà son pouvoir d'achat, vous l'avez d'ailleurs dit, s'effrite davantage? Mais vous parlez... Non, écoutez, vous parlez de quelle assiette? Vous croyez que les 60%, les gens qui se partagent les 60% de l'argent de ce pays, ils payent des impôts? Vous voulez élargir quoi? Vous n'allez quand même pas demander à la maman, parce que la vraie vitalité de ce pays, les gens qui nous font à manger, ce sont les pauvres. Hein? Si vous allez à Matadi-Kibala, au marché de la Liberté, ou au marché central, les vrais gens qui travaillent,
qui nous font manger tous les jours, n'arrivent pas à manger eux-mêmes. Et vous allez quoi? Vous allez commencer à taxer maintenant ces mamans? Non. Si on veut que les choses se fassent très bien, si on veut avoir une fiscalité, je dirais, citoyenne, hein, utilisons le terme citoyenne, ben, je proposerai au Premier ministre, avec tout le respect que je lui dois, de taxer les ministres, les députés, à la source comme en Suisse. C'est-à-dire que s'ils touchent 3 000 $, ils décident que toute personne qui touche plus de 4 000 $ de l'argent de l'État, on lui prend tout de suite 50%. Ça, c'est de l'argent qu'on peut voir tout de suite. Taxation à la source. Cette loi-là ne passera pas à l'Assemblée nationale. Mais vous avez dit que c'est des gens qui nous représentent. S'ils nous représentent, puisque c'est une décision qui est bonne par rapport aux intérêts du pays, pourquoi ils ne voteraient pas ça? Non, autrement, c'est de la politique, c'est du pipeau. Vous comprenez? L'argent, comme on dit, on va le chercher où il se trouve. Vous me dites que 60% de l'argent de ce pays est dans les institutions. Alors, commencez par aller chercher cet argent où il se trouve. Vous n'allez pas le chercher chez la maman qui va à Matadi-Gibala. Non. Nous devons être justes. Arrive un certain moment, nous devons corriger, je dirais quoi, les injustices par la justice. Et taxer les gens qui s'accaparent de l'argent de ce pays, les taxer à la source, serait une décision juste. Il faut que ces gens qui ont décidé de prendre l'argent du Congolais, sans que les Congolais aient le moyen de leur dire que c'est trop, il faut que l'État s'organise pour récupérer cet argent-là par la fiscalité. C'est facile. Et puis je ne sais pas pourquoi on va leur demander leur avis. Est-ce qu'ils nous ont demandé notre avis quand ils ont fixé leur propre salaire? Non, moi je crois qu'à la violence, il faut répondre par la violence. Et quand les gens décident d'appauvrir les Congolais, nous devons les appauvrir par la voie légale. Et la voie légale, c'est la fiscalité. Voilà. Et puis, autre chose, dans ce pays, tout est prioritaire. Alors, on se demande par où le gouvernement Sama Lukonde va commencer. Déjà pour le social, si vous avez suivi le programme alimentaire mondial, dernièrement, ils ont tenu un point de presse pour alerter l'opinion nationale et internationale que 23 millions de Congolais souffraient de famine aiguë. Le social. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que nous parlons beaucoup de l'alimentation comme si ce que mangent les Congolais, c'est des choses compliquées. Tout ce que les Congolais mangent, on peut le fabriquer chez nous. Je prends l'exemple d'un certain nombre de provinces où il y avait des problèmes de maïs. Il y avait le problème de maïs dans l'espace Katanga. Il y avait le problème de maïs dans l'espace Kasaï. Les 2 ans qui viennent de se passer ont démontré que l'effort qui a été réalisé par rapport au maïs donne du fruit. Pourquoi? Parce qu'on a mis les investissements à la bonne place. Il faut penser vraiment. C'est dommage de revenir sur ces sujets-là. Ce n'est pas du tout pour faire mal, mais je le dis quand même. Il faut penser vraiment que si l'argent qu'on avait mis dans le programme de 100 jours, si on avait mis ça dans l'agriculture, pas du tout dans le marketing agriculture, mais dans l'agriculture au vrai sens du terme, il faut penser vraiment
que le PAM allait revenir sur le sujet aujourd'hui? C'est un problème de choix. Gouverner, c'est prévoir. On pouvait prévoir un investissement dans l'agriculture. On ne l'a pas fait, on a eu tort. Cela ne veut pas dire que c'est trop tard. J'en reviens au travail. Travaillons l'agriculture. On a 3 secteurs. On a l'eau, on a l'énergie, on a les routes. Ces 3 secteurs-là, vous les mettez en branle, ça va tirer tout le reste. Vous avez dit que tout est prioritaire, oui, mais il y a plus prioritaire que prioritaire. Parce que ces 3 secteurs vont tirer le pays vers le développement. Or, nous aimons beaucoup saupoudrer. On veut donner l'impression qu'on fait tout en même temps. Faire tout en même temps et surtout faire mal partout en même temps, ça ne nous aide pas. Nous devons choisir des secteurs et y mettre le paquet. Parce que, prenez un exemple, si pendant les 3 ans, je lui souhaite 3 ans au Premier ministre Luko Décembre, si pendant 3 ans, il règle le problème de l'alimentation du Congolais, on lui dira, ouais, il n'y a pas de route, on lui dira qu'il n'y a pas l'eau, on lui dira qu'il n'y a pas d'électricité. Mais les gens auront au moins une voix pour parler, parce qu'ils ne seront pas morts. Ils auront de la vigueur pour parler, parce qu'ils auront mangé. Prenons l'axe agriculture. C'est très important, parce que ça permet de maintenir aux gens en bonne forme. Et quand les gens sont en bonne forme, ils peuvent travailler, ils peuvent s'investir pour l'eau, pour les routes, et puis pour toutes les activités qui permettent au pays d'aller de l'avant. Mais il faut faire des choix. Faire un choix ne veut pas dire abandonner le reste. Mais si on ne prend pas l'option de faire quelque chose correctement, on ne pourra rien revendiquer. Je vous donne un exemple. Est-ce que le Premier ministre Ilunga Kamba, il est resté au pouvoir 2 ans? Qu'est-ce qu'on retiendra de lui? Non, honnêtement, disons les choses. S'il avait fait le choix de faire au moins une seule chose, aujourd'hui on dira oui, Ilunga Kamba, son gouvernement, c'était rien. Mais au moins dans tel domaine, il a réussi. Là, on est en présence. On parlera d'Ilunga Kamba que d'une période où il n'y avait que des disputes. C'est triste. Malheureusement. Alors, une autre priorité du gouvernement Sama Lukonde, c'est la sécurité dans l'est du pays. La question tient à cœur le président de la République aussi, et le gouvernement veut vraiment en finir. Alors, vous pensez que cette fois-ci, ça sera la bonne? Parce qu'il y a eu plusieurs promesses allant dans ce sens-là, mais sur le terrain, les choses se sont d'ailleurs dégradées. Écoutez, le problème de l'Est, ça c'est mon point de vue, relève de la sécurité intérieure. Hier, comme aujourd'hui, à mon sens, on commet toujours la même erreur. Laquelle? C'est que on veut faire plaisir à l'opinion. On veut poser des actes spectaculaires. On envoie des soldats, on fait des mutations de généraux, tout ça. Moi, je crois que ce n'est pas la bonne solution. Parce que nous ne sommes pas en présence d'une guerre classique. C'est du terrorisme. Bien sûr, il y a un soubassement dans tout ça. Je m'en fous. Je mets de côté les motivations. Oui. Mais je dirais, nous sommes en présence du terrorisme. Parce que c'est des gens qui n'apparaissent que la nuit pour tuer lâchement. Ils ne revendiquent rien. Non, non, non. Le but, ce n'est pas revendiquer. Ils servent une cause. Mais on ne combat pas une guerre invisible par une armée classique.
on combat le terrorisme par une méthode équivalente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous n'avons pas besoin de le crier haut, mais nous devons former des unités spéciales, des gens qui combattent le terrorisme par des méthodes correspondantes, des gens qui ne sont pas visibles, qui vont intercepter ces gens-là la nuit, qui vont, par les renseignements, rentrer dans le camp de l'adversaire et les combattre en étant aussi de leur côté. Vous savez, les bandits en Europe, hein, les gens qui vendent la drogue, tout ça, vous croyez que la police arrive à démanteler toutes ces organisations comment? C'est par les renseignements. Les infiltrer. Il faut les infiltrer. On n'a pas besoin du spectaculaire. Mais pour ça, il faut une formation bien spécifique. Mais oui, mais pour faire ça, madame, il faut qu'il y ait un consensus. Et on n'a pas réussi à avoir un consensus sur le terrorisme qui sévit à l'Est aujourd'hui. Sous Kabila, on disait Kabila est complice avec les Rwandais. Aujourd'hui, on dit quoi? Il faut un consensus. C'est-à-dire qu'à un certain moment, moi je propose quelque chose d'assez simple. Aujourd'hui, le président doit avoir, à mon sens, l'humilité d'appeler le président honoraire Kabila, puisque le président aujourd'hui a tout le monde, hein? Il a Bemba avec lui, il a Katumbi avec lui, et l'Union sacrée, disons. Il n'y a que 2 personnes à ajouter. Sur ce point-là, il ajoute le président Kabila, il ajoute Fayoulou, qu'on trouve un consensus pour lutter contre le terrorisme à l'Est. Se mettre d'accord avec le président sur le problème de l'Est ne veut pas dire qu'on devient un supporter du président de la République. Non. On est capable de se mettre d'accord sur des points qui relèvent de la sécurité nationale. Et puis même les décisions qu'ils vont prendre quand ils vont se réunir, on n'est pas obligé d'avoir un communiqué officiel. Mais qu'ils se mettent d'accord. Parce que s'ils se mettent d'accord, on va mettre en place une stratégie pour lutter contre ce terrorisme-là. Et il n'y aura pas Bemba qui viendra derrière pour dire quelque chose contre le président par rapport à ces points-là, ni Fayoulou, ni le président Kabila. Vous pensez que ça va être facile pour eux de transcender leurs divergences et arriver à ce consensus? C'est tout ce qu'on attend d'eux, madame. Vous pensez que vous avez déjà demandé à... C'est vous qui avez demandé au président Tshisekedi de faire la politique? Vous croyez que c'est moi qui ai demandé au président Kabila de faire la politique? Vous croyez que le monsieur qui nous filme là, c'est lui qui a demandé à Fayoulou de faire la politique? Non! C'est des gens qui, à un certain moment, se sont dit, moi, je me sens capable de porter la douleur de mon peuple. À partir du moment où ils ont pris cette décision-là, il faut qu'ils soient capables de transcender. S'ils sont incapables de transcender, alors qu'ils abandonnent. Le président Tshisekedi n'y arrivera pas tout seul, sans le concours de Bemba, sans le concours de Katumbi, sans le concours du président honoraire Kabila, sans le concours de Fayoulou. Il faut être ensemble, parler d'une même voix contre le terrorisme pour réussir. Mais on l'a vu partout. Vous savez, quand en France, les bandits ont tué les gens, vous avez senti une scission dans la classe politique française? Ils étaient tous autour à l'époque autour du président Hollande. Tous. Parce que quand c'est le pays qui est attaqué, vous êtes tous attaqués. Ce n'est pas une question de politique intérieure, c'est une question de survie. Moi, je crois que sur ce point, pour lutter contre le terrorisme, vous devez être tous d'accord. Et ça, il n'y a que le président de la République qui veut prendre la décision d'inviter ces grands leaders, hein, parce qu'actuellement, à mon sens, il n'y a que 2. Hein. Il faut réunir autour de lui le Fayoulou et le président honoraire Kabila.
là, moi, je suis sûr que si à concorde sur ce point-là, il n'y aura plus personne pour accuser, ouais, c'est Mzé qui avait amené les Rwandais. Non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de dire, ce pays est attaqué à l'Est, c'est à cause de ça que nous n'arrivons pas à retrouver la paix au niveau national. Mettons-nous d'accord sur le fait que notre pays est agressé pour des intérêts qui nous dépassent, et mettons-nous d'accord et mettons nous tous à la disposition du président de la République pour que lui réussisse à combattre ce terrorisme qui sévit à l'est de notre pays. Monsieur Kankwende, on me fait signe qu'on a consommé le temps qui nous était imparti. Il ne nous reste plus que 2 minutes. Alors rapidement, on va quand même parler du profil des membres du gouvernement. Vous pensez que ces profils-là rassurent? Vous savez, un ministre, c'est pas lui qui fait le travail. Le ministre, c'est celui qui donne le cap. Si j'ai un conseil à donner à tous ces ministres-là, c'est d'avoir des cabinets de vrais techniciens pour que le cabinet leur apporte du travail de qualité et que eux n'aient plus qu'à prendre la bonne décision. Un ministre qui passe pour un omniscient échouera. Répéter aux gens tout le temps, c'est moi le chef, c'est la preuve qu'on ne connaît pas grand-chose. Il faut faire confiance, et pour faire confiance, il faut avoir l'humilité de comprendre que le ministre est là pour prendre des décisions, de donner un cap et de prendre des décisions sur la base du travail que ses collaborateurs, des collaborateurs que lui a choisis. S'il a réussi à rassembler des bons collaborateurs autour de lui, il aura de bonnes propositions et qui pourra trier parmi plusieurs bonnes décisions. S'il a pris des collaborateurs qui sont mauvais, ben, il aura plusieurs propositions de mauvaise qualité et quelle que soit la décision qu'il prendra, ben, il sera à côté de la plaque. Voilà, ça sera également votre mot de la fin. Je vous dis merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle qu'on recevait ce soir M. Roger Kankwende, qui est analyste politique, c'est bien ça. Et moi, je vous dis également merci de nous avoir suivis. Vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Entretien.